bonjour et bienvenue dans les mardis d'immigration. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël en famille et que vous avez été extrêmement gâtés par le Père Noël. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du pouvoir de se réinventer. J'aimerais parler avec vous de l'adaptation. Lorsque l'on fait le choix d'immigrer ou même de s'expatrier dans un pays, je pense qu'il est très important de ne pas arriver avec une idée carrée et de se dire « je vais là-bas, je vais faire tel métier, je vais là-bas, je vais vivre telle chose, telle aventure ». Je pense qu'il faut laisser un peu de place à la surprise, laisser un peu de place à votre pouvoir de changer des choses, de vous transformer. Et lorsque je parle également de s'adapter, je pense que c'est extrêmement important. Vous faites le choix, vous choisissez, nous avons choisi, vous choisissez d'arriver dans un pays qui n'est pas le vôtre. Parce que soit votre entreprise vous l'a proposé, vous propose un poste, vous savez que vous serez là pour 2 ou 3 ans, vous acceptez ce poste et vous y allez. C'est une discussion que vous avez en famille, avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants. Vous acceptez ce poste. Puis, il y a celui qui décide de tout quitter, de partir pour tout changer. Normalement, vous avez fait un voyage, voire 2 voyages, pour sonder un peu ce pays et vous assurer qu'il correspond à qui vous êtes et à vos valeurs. Il est vrai que quand on met le pied pour la première fois au Canada, lorsque l'on met le pied pour la première fois à Montréal, qui est une assez grande ville, on est assez surpris par la gentillesse, l'accueil, le respect. Souvent j'entends dire, on a l'impression que tu nous parles d'une ville de bisounours, que les Canadiens sont des bisounours. Je dirais qu'ils le sont un petit peu effectivement, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement gentils. Surtout, je dirais que nous n'avons pas le même sens de la critique entre un peuple canadien et un peuple français. Je vais vous parler un peu plus de la France, parce que je connais moins l'Europe et que je suis française, et que je préfère parler de ce que je connais et ce dont je suis assez certaine. Nos cultures sont différentes, la façon dont nos pays ont été construits sont assez différents. Le Canada est une terre d'accueil depuis déjà quelques siècles, alors que la France existe depuis de très nombreux siècles, s'est construite à travers des guerres, s'est construite à travers des révolutions. Donc c'est vrai que la façon dont nous pensons, la façon dont nous communiquons est très différente. Ici, on est dans une société de compromis. J'ai lu dans de nombreux livres avant d'arriver, des livres sur l'immigration, surtout. Et ce que je pouvais lire dans ces livres, c'est que le Québécois ne dit jamais non. Alors rassurez-vous, ce n'est pas vrai, un Québécois dit non. Lorsqu'il dit non, c'est terminé, c'est un non qui est ferme et définitif, il ne se négocie pas. Ce qui est vrai, par contre, c'est que au Canada, vous êtes dans une société de compromis. Vous êtes dans une société où on va aussi bien vous parler du pour et du contre. Et les deux sont valables. D'ailleurs, il n'y aura pas vraiment un contre. Il y aura surtout une explication sur, je sais pas, par exemple, si on va parler de la légalisation de la drogue. Nous, Français, certains diront « Waouh, c'est absolument génial pour telle et telle raison ». Et puis d'autres diront « Non mais n'importe quoi, nos jeunes vont en prendre plus, il va y avoir des accidents sur la route ». Ici, si vous posez la question à un Québécois en lui demandant qu'est-ce qu'il pense de la légalisation du cannabis, il ne vous répondra pas en vous disant « c'est bien » ou « c'est mal ». Il vous expliquera ce qui est bien et ce qui est moins bien, mais ce qui est compréhensible, et pourquoi est-ce que même si c'est pas forcément bien, et même si effectivement il peut y avoir des gens qui s'endorment sur les routes, et même s'il peut y avoir des choses négatives, pourquoi malgré le fait qu'il y ait des choses négatives à ça, ça peut être bien malgré tout de le légaliser. Tout
tout est comme ça. Moi, je me rappelle poser des questions vraiment à mes voisins. On a beaucoup sympathisé avec des voisins et je me rappelle poser des questions un peu fermées. Qu'est-ce que tu penses de... est-ce que c'est vrai que... Est-ce que... Et je sentais un espèce de malaise sur la façon dont la personne allait répondre à ma question, parce que ma question était un peu trop directe, alors que... Donc on me répondait pas forcément comme j'aurais aimé qu'on me réponde, mais parce qu'en fait je n'étais pas habituée à cette façon de répondre. Ça c'est vraiment, il faut vraiment le comprendre, on est très différents. Il n'y a pas de débat, ce ne sont pas des repas animés avec du bruit. On ne se coupe pas la parole, on attend que l'autre ait terminé, on attend qu'il ait fini sa phrase et à partir de là on peut commencer à parler. Ça c'est très important. Ce sont des règles qui sont établies depuis de nombreuses années ici, c'est leur façon à eux de se respecter. Nous, latins, on a tendance à s'énerver, à crier, à hausser la voix. Ce qu'il faut savoir c'est que si vous haussez la voix sur un Canadien, je dirais même un Québécois, parce que je vis au Québec, donc c'est plus facile de parler de cette province, qui pourrait ressembler à un pays, parce que c'est déjà suffisamment grand, mais c'est une province. Et je dirais que le Québécois, quand vous lui criez dessus, il se sent minuscule, pas respecté, et il va vous trouver extrêmement mal élevé. Ils ne sont pas habitués à ça. On ne crie pas. On s'écoute, on discute, même si on n'est pas d'accord, on s'écoute. Il faut s'adapter à cette façon de faire. Je pense également que lorsque vous décidez d'immigrer, vous choisissez de venir ici, il faut être reconnaissant envers ce pays qui vous accueille, envers la province qui vous accueille, que ce soit la province du Québec ou les autres provinces qui peuplent, enfin les autres provinces du Canada. Vous devez vraiment vous adapter aux règles, aux lois de cette province, sans râler, sans vous dire que vraiment ce pays est nul, parce que c'est pas très respectueux, parce que c'est vous qui avez choisi de venir ici, c'est vous qui avez fait le choix de demander une immigration, de demander éventuellement même une expatriation. Vous avez accepté en tous les cas cette expatriation. Et je dois dire que c'est pas sympathique, parce que le Canada vous ouvre entièrement ses portes. Je pense que c'est vraiment important de respecter les règles et le pays qui vous accueille. Je me rappelle un dîner cet été chez des Québécois francophones. Et j'avais une discussion avec une Québécoise qui était plutôt en région, qui ne vivait pas dans la ville de Montréal, qui habitait à 1h30 en région. Et lors d'une discussion, elle me dit... Je parle avec elle et je lui explique en fait des comportements de certains de mes compatriotes, du fait que je sois un peu déçue, que je trouve dommage que certains soient malheureux, que certains n'acceptent pas de s'adapter aux règles du pays, que j'entends des critiques qui me blessent, parce que c'est vrai que j'aime énormément le Canada, j'aime énormément le Québec. Et cette personne me dit... Vous les Français, vous êtes l'archétype de l'ingratitude. L'archétype de l'ingratitude. Je peux vous dire que quand on vous sort cette phrase, vous la prenez, mais vraiment, c'est costaud, hein, ça fait mal. Et puis en même temps, j'ai longuement réfléchi sur cette phrase. Et je suis assez d'accord. Je suis d'accord parce que, en fait, on choisit d'arriver, on choisit d'immigrer, et malgré tout, on râle. On n'est pas d'accord parce qu'on prend une amende, parce qu'on n'a pas traversé comme il faut. On n'aime pas la neige. On trouve qu'il n'y a pas assez de lumière. Tout est... Et puis de toute façon, on se fait arnaquer. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi gentils avec nous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils me parlent comme ça? Puis ici, on paye tout. Faut tout payer. Personne ne vous a demandé de venir. C'est vous qui avez fait le choix de venir. Adaptez-vous. Dans de nombreux pays, les gens râlent sur les immigrants qui sont venus, et notamment en France, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites sur les immigrants qui ne s'adaptent pas, qui ne s'intègrent pas. Mais c'est pareil pour vous lorsque vous allez dans n'importe quel pays, que ce soit le Canada, l'Australie, les États-Unis, l'Afrique, je sais pas, le Maroc.
N'importe où vous allez devoir vous adapter aux règles et aux lois du pays. Que ça vous plaise ou non, vous avez choisi de venir. C'est un choix. Alors acceptez-le. Acceptez de vous adapter. Et ne dites surtout pas que les Québécois ont un accent, que vous aimez ou vous n'aimez pas d'ailleurs. Ne le dites pas. Parce que l'accent, c'est celui qui immigre qui est là. C'est celui qui s'expatrie qui l'a. Eux, ils n'ont pas d'accent, ils sont dans leur pays. Ils ont des intonations différentes. Les intonations sont chantantes, les intonations sont d'Amérique du Nord. Vous pouvez parler d'intonation, mais ne parlez pas d'accent. Parce que l'accent, moi j'ai un accent. Je peux comprendre qu'on se fasse traiter de maudit français. Parce que franchement, venir ici, prendre de la place, de l'espace, et tout critiquer, c'est pas très joli. C'est comme si vous choisissiez un petit ami ou une petite amie, et puis que vous passiez votre temps à parler de ses fesses qui sont de travers, de ses mollets qui sont trop gros, de ses poils qui piquent, je ne sais pas, de son nez qui est pas joli, qui est trop petit, de ses lèvres qui ne sont pas assez grosses, de ses mains qui sont trop fines, de ses pieds qui sont trop froids. C'est exactement la même chose. Personne ne vous a demandé d'être là. Alors si vous venez, adaptez-vous. Adaptez-vous parce que il y a des très belles choses à faire. Il y a des gens absolument généreux et gentils, respectueux de votre culture. Et à partir du moment où vous expliquez que votre culture est différente et que vous êtes désolé si vous ne comprenez pas forcément la façon dont ça se passe, mais que vous aimeriez bien la comprendre, que vous allez vous adapter, que vous essayez au mieux de faire au mieux pour comprendre, ça se passera très bien. Par contre, si vous êtes désagréable et puis pas content et puis râleur et puis bah forcément ça passera pas parce que personne vous a demandé d'être là en fait. Ça c'est très important. Il y a autre chose dont je voulais vous parler qui je pense est très important pour vous, c'est la possibilité et ce pouvoir de vous réinventer. Lorsque vous arrivez ici et que vous avez une idée en tête, vous voulez arriver en tant qu'infirmière, ou vous voulez arriver en tant que plombier, ou vous voulez arriver en tant qu'instituteur, vous voulez arriver en tant que radiologiste, et puis finalement vous allez vous heurter à des portes parce qu'il va parfois falloir repasser des équivalences, parce qu'il va falloir être résident permanent peut-être pour pouvoir avoir ce métier. Moi je sais que je voulais prendre des études de consultante en immigration, tant que je ne suis pas résidente permanente, je n'y ai pas le droit. Donc, réinventez-vous. Acceptez d'ouvrir vos oreilles, vos yeux, votre mental. Regardez Steve la semaine dernière, qui est venu et qui nous expliquait qu'il est criminologue. Il a repassé des diplômes, ça fait 4 ans qu'il est là, il n'a pas encore eu réellement de proposition de poste qui l'intéresse. Il passe régulièrement des diplômes. Il n'est pas dans son coin à la maison en train de faire un petit boulot de serveur ou alors de pas être content, d'avoir pris un métier qui ne lui plaise pas. Il s'est réinventé. Il s'est trouvé une âme d'entrepreneur. Il a certainement dû passer par des hauts et des bas, parce qu'on passe par des hauts et des bas, on sort de notre zone de confort en arrivant ici. Mais par contre, il a accepté de suivre un autre chemin et il a écouté, entre guillemets, la petite voix de ce qui se proposait à lui, de réflexion que des gens lui faisaient en disant « Oh, mais regarde ce que tu fais, c'est extra ». Et c'est ça, vivre au Canada, vivre au Québec. C'est vous ouvrir à un changement. Même si c'est pas facile. Même si effectivement déjà en arrivant ici, vous sortez de votre zone de confort. Même si vous devez vous acclimater à tout un tas de changements. La première année, généralement, c'est la lune de miel, on est content, c'est extra. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Soyez à l'écoute. Même si c'est difficile, soyez à l'écoute. On va accueillir aujourd'hui Aline, qui justement est là depuis 17 ans. Et Aline et son mari ont tous les deux trouvé le pouvoir de se réinventer. Ils se sont adaptés
Et on va entendre l'histoire d'Aline, son histoire d'immigration. 17 ans, c'est plus qu'une immigration maintenant. On se retrouve après la pause. La parole est à vous, vous est présentée par Du Côté de Montréal, partenaire de votre immigration. Bonjour Aline. Bonjour Géraldine. Bienvenue sur Du Côté de Montréal. Merci. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Alors Aline, tu es là depuis un certain nombre d'années, beaucoup d'hivers. Est-ce que tu peux me raconter ce qui a fait il y a 16 ans, si je ne me trompe pas, votre choix de quitter la France pour venir vous installer au Canada? Moi j'étais vendue au Québec. Je voulais absolument venir au Québec. Ça a été assez long de convaincre mon mari. Il me répondait il fait froid. D'accord. Ce qu'on a vérifié, ce qu'on a confirmé par la suite. Mais moi je voulais vraiment le Québec et on voulait quitter absolument Paris, la région parisienne. On a essayé de partir s'installer en province en France, puis c'était difficile. Moi j'étais dans l'éducation, lui dans le milieu intellectuel, le milieu de la librairie, de l'édition, et ça se passe à Paris. Alors c'était difficile, du coup on a commencé à regarder pour l'étranger. Il y avait 2 pays qui recrutaient massivement, le Canada, l'Australie. L'Australie ça faisait loin. Puis moi, je voulais Québec. Alors, j'ai tenu mon bout et on a Tu fini, voulais la neige, on a l'hiver. fini par venir au Québec. En fait, D'accord. c'est né de Starmania quand j'avais 11 ans. J'étais vendu Starmania. Voilà. Et le processus d'immigration, il y a 16 ans, était long ou... Oui. Oui, c'était long, puis il y avait 3 dossiers à monter à l'époque. Pour avoir le certificat de sélection, il y avait un dossier diplôme, compétences professionnelles, un dossier bancaire et un dossier médical. Et c'est le dossier bancaire qui a été le plus long à passer parce qu'on était de jeunes trentenaires et quand nos salaires arrivaient, ça nous mettait juste à 0. Et donc, il fallait montrer des documents bancaires sans découvert, ce qui n'arrivait jamais. Ça a été long. Mais finalement, on a soumis des documents avec des découverts et ils sont passés quand même. Waouh, d'accord, quelle chance. Ouais. Donc, et vous êtes arrivé ici avec tous vos meubles ou Non, on a tout vendu. vous avez tout On vendu, s'est vous êtes arrivé débarrassé avec de tout. rien. Rien. On a vendu la maison, les autos, tout. On a gardé nos livres, les jouets des enfants. On est arrivé avec un container qui était pas très gros. Combien d'enfants vous aviez? À l'époque, on en avait 2. Et la petite 3e est née ici. C'est un produit local. Très bien. Donc, toi, tu es arrivée ici en tant qu'enseignante avec une résidence permanente? Oui, on est arrivé avec le visa de résident permanent. Mais mon diplôme d'enseignante française n'était pas reconnu par le public québécois, les commissions scolaires. Et donc au début, j'ai travaillé dans l'enseignement privé catholique français, donc les établissements comme Stanislas, Marie de France, Charles Perrault, des écoles comme ça. D'accord. Et donc, comment as-tu fait pour pouvoir... Alors quand ma petite dernière est née, j'ai eu un congé maternité d'1 an, puisque c'est l'usage ici, ce qui était pour moi... miraculeux? J'avais 10 semaines en France. C'est ça. Alors 1 an ici, je suis retournée à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, pour suivre un cours qu'on me demandait afin d'avoir l'équivalence complète. Ce que j'ai fait, et j'ai eu mon brevet d'enseignement, ce qui a été le sésame pour entrer dans n'importe quelle commission scolaire, dans n'importe quel type d'enseignement. Et donc, ça fait combien de temps que tu enseignes en école québécoise? Depuis 2003. Depuis Donc 2003. 2003, ça fait 15 ans, c'est ça à peu près? Ouais, c'est ça. Et est-ce que Mais tu non. as tout de suite ressenti des différences significatives entre l'enseignement, la façon d'enseigner en France et la façon d'enseigner au Québec? Est-ce qu'il y a des vraies différences ou est-ce que on s'y retrouve et c'est... Oui, on s'y retrouve quand même globalement. C'est assez parallèle. Hein. Les programmes sont assez équivalents. Là, ceux de la 4e année, c'est l'équivalent plus ou moins du CM1 pour un parallèle français. Alors, les programmes sont quand même assez proches. Maintenant, il y a des différences majeures. Le niveau de sciences et de maths ici est plus élevé, quand le niveau de français est évidemment, Oui. c'est plus faible ici. Le niveau de culture générale aussi. Mais au-delà de ça, au-delà des programmes, ce qui est vraiment différent, c'est l'approche qu'on a, l'approche pédagogique qu'on a envers les élèves. Ici, j'essaie de ne pas mettre de jugement, mais je trouve qu'ici, on a une approche moins accusatrice, moins culpabilisante pour c'est les ça. élèves. On Voilà. va moins, entre guillemets, juger par la note. Oui, c'est ça. On va évaluer un cheminement plutôt que des évaluations ponctuelles. On va avoir un paquet d'observations et surtout, je pense qu'on est moins catégorique. Hein. On les laisse, on les accompagne plus aussi. Et par rapport aux difficultés d'apprentissage, est-ce que
le fait qu'un enfant soit dyslexique Non, ou soit mais tête en l'air, est-ce c'est que pas là-dessus... comparable. On a 20 ans d'avance ici. Enfin, je le pense vraiment. Vraiment, je pense qu'on a 20 ans d'avance en général sur le genre humain. Hein, que ce soit... mais c'est vrai, le mariage gay, la tolérance par rapport à plein de choses, et notamment la difficulté scolaire, le dépistage, le traitement de la difficulté scolaire, on est, je pense, c'est vraiment une autre approche ici. Non, mais c'est vrai que je vous le disais, je vous l'ai déjà dit dans un grand nombre de lives que j'ai déjà fait. Le Québec a 20 ans d'avance. Moi, je l'ai vu sur mes enfants. J'ai 4 enfants qui sont arrivés ici, qui se sont épanouis au niveau scolaire. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Je suis contente qu'Aline souligne ce que je vous dis Par depuis exemple, quasiment 2 ans. Moi, j'enseigne enfin, je fais de l'enseignement régulier, donc j'ai une classe équivalente CM1, quatrième année, mais dans ma classe régulière, donc des élèves normaux, j'accueille des petits TSA. J'ai des élèves avec un trouble du spectre de l'autisme, des élèves qui ont une dysorthographie, une dyscalculie, une dyslexie, n'importe quel. Ça a été évalué, ça a été diagnostiqué, puis on cherche des pistes, et puis c'est des élèves à qui on va offrir quand même un cheminement particulier à l'intérieur de la classe. C'est On ça, fait le pari, ouais, qu'en les mêlant à une classe régulière, à la normalité, ça va les aider à cheminer. Et c'est vrai, je suis assez convaincue par cette approche-là. Maintenant, si on rentre dans le détail, c'est un autre débat parce que, évidemment, les profs québécois sont assez réclament beaucoup de services parce qu'on en a besoin. Et c'est vrai que ça fait encore défaut. Alors, ça aussi, c'est un autre débat. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le gouvernement ne mise pas encore suffisamment pour aider Ils ses ouvrent enfants. les portes, mais pour accueillir, ça nous prend des services, ça nous prend des orthopédagogues, ça nous prend des psychoéducatrices, ça nous prend tout un paquet de professionnels et on n'en a pas encore assez. C'est Alors, ça, il c'est en un manque autre débat. encore. Bon. Mais oui. Ça, ce sera l'occasion de refaire un autre débat et je t'inviterai pour Ça qu'on me en fera plaisir. parle et essayer de faire en sorte que le gouvernement appuie encore un peu plus ces écoles et les besoins pour ces élèves qui sont malgré tout le futur de demain. On sait qu'un dyslexique ou un enfant avec le trouble de l'autisme mais qui a malgré tout des capacités sont des enfants qui se sont battus un petit peu plus que les autres. J'en suis un exemple concret et qui du coup ont un peu cette hargne en eux, qui en veulent et qui du coup sur le marché de l'emploi quand ils sont adultes sont des gens qui vraiment ils se sont habitués à se battre dès tout petit. Et en général, ce sont des sacrés bosseurs. Donc, on reparlera effectivement de ce sujet. Tes enfants. Oui, les miens. Donc, 3 enfants, 2 quand vous êtes arrivés ici. Ouais. Est-ce que ça a été une immigration difficile pour eux? Est-ce qu'ils étaient contents? Quel âge est-ce qu'ils avaient déjà? La question ne s'est pas posée. Ils avaient 3 ans et 18 mois Oui, respectivement, donc ils suivaient. Maintenant, ils ont grandi ici, ils sont très très québécisés, au bout. Et non, mais ils sont indéracinables, mes enfants. Ils sont très heureux ici. Alors ma grande, elle finit son cégep, mon deuxième commence son cégep et ma petite dernière est en secondaire 2. D'accord. Donc, puis tout le monde à l'école publique, tout le monde à l'école du secteur. En tout cas, on n'est jamais allé voir ailleurs et puis ça nous a toujours correspondu, puis ça nous a toujours convaincus. Voilà. Ben, c'est ça, on est bien d'accord. Et à votre arrivée, ton mari, est-ce que ça a été facile pour lui, sa première expérience québécoise? Comment ça s'est passé? Lui, il en a arraché. Lui, c'était difficile. Lui, il a dû... il était cadre dans l'édition en France. Donc, il a quitté un certain statut, un certain niveau, un certain milieu, et il espérait retrouver l'équivalent ici. Non, ça a été difficile. Puis, il a fini par y renoncer complètement. Et puis, il a fini par prendre le premier boulot qui se présentait. C'était un travail de nuit de manutentionnaire, et puis on était déjà content. On était déjà content parce que il fallait qu'on bouffe. C'est ça, il fallait manger. Alors, moi, j'ai trouvé du travail très vite, tellement vite, que j'ai même pas pu toucher ma première paye parce que je n'avais pas de numéro d'assurance sociale. Je suis arrivée genre le mardi. Donc le premier mois a été gratuit? Non, après j'ai en rétro. Oui, mais c'est pour dire que ça a été très rapide. J'ai appelé 3 écoles, les 3 m'ont rappelé, ils avaient besoin tout de suite. Lui, il peut pas en dire autant, il a ramé beaucoup. Alors au début, ça faisait notre affaire parce qu'on n'avait pas de système de garde pour les enfants. Mais il a fallu se réinventer complètement. Il a commencé, c'est sa manutentionnaire de nuit, il a recommencé au plus bas niveau. Et puis, c'est la beauté de ce pays. C'est que, voilà, si on accepte de ranger son orgueil et puis de jouer le jeu. Comme on dit. Le mot résilience est un mot que j'ai appris ici. Et c'est vrai que l'ascenseur social marche bien encore ici. C'est vrai qu'on chemine vite. C'est vrai. Maintenant, il est très heureux, très épanoui dans sa job. Parce qu'il a évolué, puis maintenant il aime beaucoup ce qu'il fait. Mais lui, ça a été difficile. Un long cheminement. Combien d'années? Beaucoup de... où il a vraiment galéré. Ça a été vraiment 5 ans, un bon gros 5 ans. Ouais. Donc 5 ans de courage. Et avant de retrouver le statut qu'il avait quitté en France, plus que ça, je dirais 8 ans.
Ah ouais, c'est Mais on y beau. avait renoncé entre-temps. Entre-temps, bien sûr. on était passé à autre chose et puis on était heureux avec... on se contentait de notre sort. Mais lui, ça a été difficile. Ouais, ça a été difficile. Et il Le s'est milieu accroché, culturel... il vous a pas dit qu'il voulait repartir c'est là que ça a été pénible, c'est qu'un jour, donc il était pas mal désespéré, l'hiver, hein, passer la journée devant la fenêtre à regarder la neige tomber, c'est joli. Mais il y a un moment. Et puis à un moment, il était pas mal déprimé. Et lui commençait vraiment à douter de notre immigration ici. Et au même moment, il reçoit une proposition d'un poste à Paris, un poste qu'il avait longtemps convoité. Et là, la question s'est posée. Mais non, on était là. On va tenir le coup. Et on a tenu, et puis on le regrette pas. Enfin, en tout cas, c'est... 16 ans. Ouais. 16 ans, 16 hivers. Tu comptes en 16 hivers, Là, je toi? compte en saison du Canadien. D'accord. Saison Parce du que je Canada. suis venue pour la Coupe Stanley, et j'y renonce pas, j'y crois encore. Excellent. Et quand ta famille vient vous voir, est-ce que ça arrive que des personnes trouvent que justement vous êtes devenu très québécois, vous avez pris l'accent Oui, ils nous le disent tous qu'on parle que québécois. Quand j'appelle en France, ils me disent c'est dingue, tu parles québécois, mort. Mais à l'école, on m'appelle toujours la petite française et ils me trouvent un accent mais hyper fort encore. Ouais, tu resteras toujours la Et française. mes élèves, ils me disent tout le temps en début d'année, tu parles drôle. Ben, je leur dis, mais tu t'entends pas. Et est-ce que c'est gênant d'avoir toujours le sentiment au bout de 16 ans qu'on reste le français et qu'on est vu comme le français, ou est-ce que c'est fait de façon agréable et donc ça passe et, Non, c'est gentil. Non, c'est gentil, c'est bienveillant. Moi, je n'ai jamais vraiment vu de méchanceté, d'ironie. Mais parfois, oui. Mais tu sais, il y a une expression ici qui ressort quand même assez souvent, hein, maudit français. Il n'y a pas l'équivalent pour maudit arabe, maudit italien, maudit portugais. Maudit français, ça revient tout le temps. On se chicane avec quelqu'un aux gens coutus ou n'importe quoi. C'est évident qu'on retourne, on se vire de bord, c'est évident. Oh, le maudit français. Ça sort assez vite. Alors, on a cette relation un peu ambivalente quand même avec le Québécois. On s'entend bien, on est amis. Mais on l'énerve vite, on l'agace vite. Notre façon de parler, nos manières, on est vite agaçant. la Pour eux, façon on est dont vite on argumente est un Oui, puis petit peu dynamique. à leurs yeux, on est vite assez orgueilleux. Puis c'est vrai, je crois c'est une image qu'il faut qu'on travaille, nous les Français, quand même, d'arriver toujours avec nos gros sabots. Enfin, moi, maintenant que ça fait longtemps que je suis là, quand je suis chez Ikea, par exemple, où il y a beaucoup de Français du plateau, qu'on les repère vite, qu'on les repère vite. C'est les seuls qu'on entend d'abord. Parce Voilà. qu'ils sont très bruyants. Oui, et puis ils prennent de la place. C'est envahissant, hein. C'est sonore, ça met des jugements un petit peu sur tout, ça fait des commentaires tout le temps. Les Québécois sont pas dans cet esprit-là, ils sont beaucoup plus pacifistes, c'est le mot, et puis pour tout, en général. La bonne patte du Québécois, C'est vrai. le gentil, C'est vrai, puis qui le va Parisien, pas quand se même, permettre... il a mauvaise place dans le monde, mais parfois à juste titre. Je C'est vrai suis qu'on d'accord. on l'entend beaucoup. J'en parle. Et merci Aline d'être là. Moi, ça fait que 2 ans que je suis là. C'est vrai que vous le savez, j'ai quitté la France en colère. Ah, moi aussi. Après 2 ans, j'ai toujours encore cette colère en moi. Donc, est-ce qu'après 16 ans, on a toujours cette colère ou est-ce que ça s'est apaisé? Est-ce qu'on est prêt à aller retourner en France plus régulièrement, aller voir la famille ou... Ah oui, mais moi, j'aime mon pays, hein, la France, je trouve que c'est un pays incroyable et merveilleux, mais je comprends pas qu'ils en soient arrivés là, quoi. Voilà, c'est ça, j'ai l'impression d'un énorme gaspillage quand même, et tous les gens qui viennent nous dressent un tableau sombre, triste. sombre, pas seulement économiquement, hein, parce que les gens s'en tirent quand même pas si mal, mais surtout sur le plan du moral, sur le plan des agressions verbales, de l'agressivité en général. C'est vrai, ça semble Mais est-ce que difficile. c'est quelque chose que tu... Enfin, est-ce que tu as le sentiment quand ils t'en parlent que c'est vrai ou est-ce que tu as le sentiment que c'est plutôt une espèce de dépression Non. culturelle générale du pays? C'est ce qui m'a fait fuir, hein. C'est ça. Je n'oublie pas que je trouvais ça très oppressant. Moi, je prenais les transports tous les jours. Je me souviens que oui, je trouvais l'incivilité insupportable, les dysfonctionnements les uns accumulés aux autres, etc. Oui, je trouvais ça lourd. J'en suis partie. Maintenant, quand je les écoute, ça me navre. Rien n'a changé. Ça me navre de voir que, oui, ça n'évolue pas beaucoup. Et pourtant, moi, quand je retourne en tant que touriste maintenant en France, je trouve ça génial. Mais pourquoi? Parce que tu es la personne D'abord, je qui trouve ça sourit. tout beau, je trouve tout ça c'est tout sûr. très très beau. Tout. Et- Les autos, les rues, les maisons, je trouve ça tout charmant.
Mais parce que tu arrives avec un sourire, tu arrives en tant que touriste, tu Ouais. arrives, tu rentres dans les boutiques, tu vas avoir une façon à la québécoise de t'adresser aux gens. Peut-être. Moi, je l'ai remarqué quand on y est allé à Noël l'année dernière, où effectivement, je rentrais dans une boutique et bonjour, comment ça va? Nanana, ça va bien. Peut-être. Et on me répondait. Peut-être que dans mon approche, je suis différente aussi, peut-être. Mais moi, maintenant que je suis touriste, quand j'arrive en France, je trouve ça... Oh, Magnifique. C'est vrai que moi, quand je retourne à Paris, je trouve que Paris est absolument extraordinaire et Mais oui. magnifique et l'architecture est. la plus belle Waouh. ville du monde, pas pour rien qu'on le dit. Hein. C'est ça. C'est vrai. Exactement, c'est Puis vrai. les femmes sont belles, les gens sont beaux, ils sont bien fringués, ils ont des manières, tout est raffiné. Je trouve c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un raffinement Voilà. à la française qui est très présent. C'est vrai. Bah, ça, évidemment, à chaque fois, ça m'éblouit, je trouve ça... Apaisant. Très bien. Écoute, Aline, je te remercie beaucoup pour cette interview. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin, une conclusion pour des personnes qui souhaiteraient faire la même chose que toi? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, d'oser, de se lancer. C'est le pays des possibles. Hein. C'est vrai, ici, tout est possible. Et c'est un pays, quand on arrive... C'est ça, faut pas se voiler la face, c'est pas l'Eldorado, faut bosser. Hein. Faut bosser. Oui, faut bosser. On tire son épingle du jeu, c'est vrai. Mieux qu'en France, je pense. On a plus d'opportunités, mais faut bosser. Faut en vouloir. Ouais. Faut se relever les manches. Oui. Dernier mot, vive le Québec libre. Et vive la Coupe Stanley pour le Canadien un jour. Merci beaucoup. Et puis la suite, après la pause. Conseil de pro vous est présenté par Valérie Flatt, consultante réglementée en immigration canadienne. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour à tous. On espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël. De belles fêtes de Noël. Ça y est, c'est fait. Ça y est. Ça, c'est check. Voilà, exactement. Alors aujourd'hui, Valérie, qui est-ce qui t'a posé La question de la question, semaine, voilà. c'est Stéphanie de Paris qui m'a demandé en fait si ça valait le coup de reprendre des études, reprendre une formation au Canada et puis qu'est-ce que cela impliquait pour le reste de la famille. C'est ça, comment on immigre éventuellement Bah déjà, comment est-ce qu'on vient étudier? D'accord. Donc, en fait, il faut absolument obtenir une lettre d'acceptation d'un établissement reconnu, là, qui est Reconnu. par le ministère de l'Éducation. D'accord. Donc, vous allez voir sur le site de cic.gc.ca, je ne le répéterai pas assez, c'est le site officiel. Vous allez voir qu'il y a effectivement la liste de tous les établissements qui sont reconnus par Immigration Canada. Et donc, dans lequel vous pouvez effectivement obtenir une lettre d'acceptation qui vous Auprès de l'établissement. Voilà, auprès de l'établissement désigné. Et cet établissement, en fait, une fois que vous avez fourni tous les documents pour pouvoir vous inscrire, il va vous fournir cette lettre d'acceptation. C'est avec cette lettre d'acceptation que vous allez pouvoir faire votre demande de permis d'études. Donc votre permis d'études, il va être valide pour toute la durée des études, plus 3 mois. Donc les 3 mois, c'est généralement pour pouvoir vous donner par la suite accès à faire une demande de permis de travail, préparer la suite La suite de votre immigration, parce que vous êtes supposé rester après une formation. Pas forcément. Hein, Pas forcément, mais ils aimeraient bien quand même. Mais ça dépend, ils disent qu'il y a quand même 60% des gens qui retournent dans leur pays d'origine. Ouais, il y a un étudiant sur 6 qui retourne dans son pays. Donc c'est énorme. Hein. Donc ils ne s'attendent pas à ce que vous restiez. D'ailleurs, de plus en plus, le critère de sélection, en fait, c'est de savoir si la personne retourne dans son plan, c'est de retourner chez elle ou pas. Donc, oui, d'ailleurs, c'est plutôt un étudiant sur 6 qui reste. Pardon, les 6 autres repartent. Je suis désolée. Mais en fait, il faut donc, dans votre préparation de demande de permis d'études, il faut bien démontrer que votre intérêt, c'est pas de vous installer au Canada, mais de retourner dans votre pays d'origine. Parce que c'est un des critères de sélection. C'est-à-dire vous devez démontrer que vous avez des liens avec votre pays d'origine et que une fois que vous aurez terminé votre formation, votre projet, c'est de retourner et de pouvoir en fait profiter de cette expérience acquise au Canada et de la mettre à profit en fait dans votre pays d'origine. Ça n'empêchera pas après, malgré tout, de Mais faire une demande. On le sait, l'agent le sait que vous avez aussi cette possibilité-là. Mais D'accord. là, dans un premier temps, l'étape numéro 1, je dirais, c'est de démontrer qu'on retourne dans son pays d'origine. Donc, quand vous passez à la douane et qu'on vous demande qu'est-ce que vous venez faire, Je viens juste étudier. voilà, je Oui. suis là en tant qu'étudiant. Exactement, rien de plus. Donc forcément oui et non, si vous venez en famille, votre conjoint a droit à un permis de travail ouvert. Alors, quelle est la différence entre un permis de travail ouvert et un permis de travail fermé? Donc le permis de travail ouvert, il permet à votre conjoint de travailler n'importe où au Canada, aussi bien au Québec que dans toutes les autres provinces, D'accord. dans le métier de son choix. D'accord. Donc là, Il peut créer est une libre. entreprise également. Il peut être travailleur autonome, il fait ce qu'il veut. Il fait D'accord. vraiment ce qu'il veut. Là, pendant la durée de vos études, le conjoint fait ce qu'il veut.
D'accord. Mais au moins, il est autorisé à travailler à temps plein, et voilà. Tandis que vous, en tant qu'étudiant, vous êtes autorisé à travailler 20 heures par semaine et à temps plein pendant les congés ou les vacances scolaires. D'accord, donc les congés, ça dépend Ça dépend des écoles, des mais établissements. Enfin, voilà. généralement, vous avez un gros break au niveau de l'été et puis un break à Noël. Et puis une assez petite long, semaine de relâche. ou une petite semaine de relâche en par-ci mars. par-là. Voilà. Mais c'est vrai que les études au Canada, ça laisse pas beaucoup de temps pour travailler. Donc, de toute manière, quand vous faites votre demande de permis d'études, c'est important de savoir qu'on va vous demander la capacité financière pour la première année. C'est-à-dire que la première année, l'agent veut que vous ayez la capacité financière de faire vivre votre famille C'est ça, de vous sans assumer. travailler. C'est ça. Donc c'est 1 an d'argent de poche pour toute la famille. Donc ça, c'est pour des adultes qui ont déjà une famille qui souhaiterait immigrer. L'étudiant qui souhaite arriver... Ah bah c'est pareil aussi, hein, c'est 1 an. Oui, il doit aussi prouver 1 an, mais par contre, il est tout seul. Alors lui, il que est si tout seul, vous c'est arrivez à 2, 3, 4, 5... Oui, là, il y a beaucoup Voilà. plus d'argent. L'enjeu est plus important, il faut pas le démontrer. Ouais, mais c'est important de le savoir parce que c'est vrai que la première année, puis même pour le conjoint, la première année, c'est pas dit qu'il va trouver du travail tout de suite ou qu'il va se mettre tout de suite à son compte. Ça demande un petit peu de temps, donc de toute manière, il faut le prévoir, ce budget, parce que comme ça vous donne un peu plus de liberté pour l'installation. Et donc le conjoint avec un permis de travail ouvert, donc lui il peut travailler comme il veut. Et les enfants, ils ont un permis d'études ouvert aussi. Donc généralement, en fait, il faut le demander. De toute manière, il faut le faire la demande avant de partir. C'est faux que les enfants n'ont pas besoin de permis d'études. Ah non, Quand vous êtes ils en ont depuis besoin. l'extérieur, vous devez en faire la demande. C'est obligatoire. Donc les enfants, à partir du moment où ils ont 6 ans et plus, ils doivent faire leur demande de permis d'études pour leur niveau de scolarité. Exactement. Et c'est rattaché. Alors, nous, comment ça a été fait? Alors, peut-être que la loi a changé, mais donc moi, mon mari a eu son visa, puisqu'on a immigré comme ça. Il a eu son visa, son permis d'études, sa feuille. Et mes enfants ont un permis visiteur avec le droit d'étudier. Mais c'est un permis d'études. D'accord, voilà. C'est un Donc, permis d'études aussi, et c'est pour la même durée que en fait, la personne qui vient étudier. Donc tout le monde est rattaché à la personne qui vient C'est étudier, et c'est la même durée. Et attention, si vous vous séparez, c'est terminé. Il n'y a que celui qui a son permis d'études qui peut rester, les autres. Et les enfants, ouais, a priori, mais les l'autre enfants. conjoint repart. Donc, et attention, parfois l'immigration peut faire mal. Oui, non, puis surtout qu'ils sont avisés. Donc, mais en fait, c'est quand même un bon moyen de venir tester le Canada aussi, de reprendre des études. Parce qu'en plus, ce qui est agréable au Canada, c'est qu'on peut reprendre des études à n'importe quel âge. Il y a des formations qui n'existent pas en France, et puis vous ne vous retrouvez pas forcément avec des petits jeunes, par exemple des formations techniques, où là, en France, vous vous retrouvez avec des petits jeunes de 16-17 ans. Ici, il y a tous les âges confondus. Bon, c'est vrai qu'il y aura des petits jeunes aussi. Ah bah bien sûr, il y a les petits jeunes. Moi, mon mari a des copains de 18 ans, des copines de 25 ans. Bon, heureusement, aussi de 60. Voilà, mais il y a tous les âges dans la même classe, et puis ça permet finalement on se retrouve quand même avec un noyau de personnes qui ont les mêmes intérêts, et alors qu'en France, ça n'arriverait pas. Donc, exactement. Donc ça, c'est agréable. Et puis c'est surtout que j'ai rencontré des personnes qui effectivement me disent, moi, j'ai jamais pu reprendre mes études, j'ai fait des enfants, puis j'ai pas pu. Puis en France, là, je me sens pas le courage de refaire, alors que là, au Canada, je sens que je vais avoir un nouvel élan. Exactement, une nouvelle vie. Là, je vais pouvoir reprendre mes études, puis faire enfin ce que j'ai rêvé de faire. Là, maintenant, les enfants sont grands, donc maintenant, je vais pouvoir le faire, et puis commencer une nouvelle vie. Donc c'est vrai que c'est un beau projet, le permis d'études. C'est une porte qui s'ouvre vers éventuellement la résidence permanente, parce que si vous choisissez un des programmes qui est accepté pour, par exemple au Québec, l'expérience québécoise, vous pouvez demander la résidence permanente à la fin de vos études. Donc, et quand vous faites la résidence permanente, mais ça sera un prochain sujet, vous faites la demande de résidence permanente pour toute la famille. Et alors, n'oubliez pas non plus que si vous venez comme ça avec un visa étudiant et que vous voulez inscrire vos enfants en école anglophone et non pas francophone, c'est possible puisque vous n'êtes pas résident permanent. Donc, un résident qui n'est pas permanent a le droit et a accès à l'école anglophone. Ça, c'est vraiment important. On ne vous le dit pas. On ne vous le dira d'autant plus pas au Québec qu'on protège quand même beaucoup la loi 101. Mais en même temps, c'est pas mal quand même d'être bilingue dans un pays comme le Canada.
Parce que de toute façon, je pense qu'un Français ne perdra jamais son français. Donc voilà, sachez que vous pouvez bénéficier de cet avantage. Ouais, contrairement aux résidents permanents qui feraient leur demande depuis la France et puis qui obtiennent la résidence permanente, vous êtes obligé d'envoyer vos enfants dans des écoles francophones. Exactement, vous êtes considéré vraiment comme un immigrant. Ouais. Tous les immigrants de tous les pays du monde doivent mettre leurs enfants en école francophone à partir Québec. du moment, Au Québec. à partir du moment où ils arrivent avec une résidence permanente. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour de la question. Ok, eh bien écoutez, merci beaucoup. On attend vos questions sur le site. Voilà, Du côté de Montréal. Oui, exactement. Sur la page Facebook du côté de Montréal, effectivement, continuez à poser vos questions puisque chaque semaine, Valérie en choisit une et on prend plaisir à y répondre. Exactement. Écoutez, on n'a plus qu'à vous souhaiter D'un beau réveillon de fin d'année. Voilà, faites bien la fête. On se retrouve en 2018. L'Instant Coach vous est présenté par HPL Coaching avec Hélène Le Gallet. Bonjour Hélène, Bonjour Géraldine. bienvenue dans l'Instant Coach. Merci à toi. Alors, quel est le sujet du jour, Hélène? Eh bien écoute, j'avais aussi envie de vous souhaiter d'avoir passé d'excellentes fêtes de Noël. Et le sujet du jour, c'est aujourd'hui de partager une réflexion avec laquelle je me suis levée un petit peu ce matin après ces fêtes de Noël. Et c'était sur un petit peu cette société de performance qui nous demande d'être toujours très, très confiant, où il n'y a pas beaucoup de place pour le doute, notamment les doutes professionnels, c'est ce que j'avais envie de voir. Et du coup, je me suis dit, il faut oser, et oser se faire confiance. L'idée, c'est pourquoi ne pas y aller? Qu'est-ce qui nous empêche d'y aller? Surmontons les blocages. Et les blocages, en fait, Géraldine, ça dépend souvent de ce à quoi on croit, de ce qui se passe dans la tête. Et quand je dis ce à quoi on croit, c'est le mot croyance qui me vient à l'esprit. Et globalement, c'est l'éducation, la société, les milieux d'appartenance. Tout ça nous a forgé un état d'esprit et donné une capacité à oser aller ou pas vers son rêve, vers sa réalité. Et j'avais envie de dire, aujourd'hui, attention à ne pas généraliser. À ne pas généraliser. Et tout ça, ça demande, dans le fait d'oser. Il y a un autre mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot courage. Le courage de se lancer. Pourquoi hésiter? J'ai envie de dire de ne pas avoir trop conscience de soi parfois. Puisque quelque part, les doutes, ça fait partie de la vie. Acceptons nos doutes. Acceptons nos doutes. Pour aller chercher ce qu'on a au fond de soi. Aller chercher la connaissance de soi. Prendre peut-être parfois un petit moment d'introspection. C'est la fin de l'année. Pourquoi pas se prendre un petit temps d'introspection pour aller chercher ce qu'on a envie, ce qui nous éveille. Et aller découvrir ou redécouvrir ses compétences, qu'elles soient à la fois conscientes ou inconscientes. Tout ça pour vous permettre justement d'aller après mener des actions, construire quelque chose de nouveau, et ça de façon réfléchie, tempérée et posée. Et pour tout ça, je terminerai juste par une citation de Goethe qui me plaît bien. Et Goethe nous dit « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. » Belle fin d'année. Et oui, belle fin d'année à tous. On se retrouve l'année prochaine. Je ne peux que vous conseiller de faire appel à Hélène dans le questionnement que vous pouvez avoir à faire. Merci Hélène d'être avec du côté de Montréal. Et bien à l'année prochaine. À l'année prochaine, avec plaisir. Au revoir.